Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial souveraineté technologique et numérique. En effet, depuis la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, mais aussi les pénuries alimentaires, ce mot est décliné dans tous les domaines. Alors, faut-il opposer souveraineté et libre-échange? A-t-on les moyens d'être autonome à l'heure d'une mondialisation qui s'est accélérée? Et dans quel domaine la souveraineté est devenue plus qu'indispensable? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial souveraineté européenne, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial souveraineté européenne. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette problématique, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur en série, puisqu'il a fondé 7 startups à ce jour, également membre du conseil consultatif de la société Circle, Augustin van Riekersworsel. Je l'ai bien dit? Mais très bien. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Alors, dans cette émission, on aime bien commencer par une définition et un rappel des fondamentaux. Qu'appelle-t-on le mot souveraineté qu'on est en train de redécouvrir, semble-t-il, sur toutes les bouches? Pour définir souveraineté, on peut regarder l'étymologie et l'antonyme. L'étymologie, c'est une notion de prise de hauteur. Alors il y a toute la notion de force, etc. Mais c'est surtout avoir une prise de hauteur sur le long terme. C'est un premier sujet. Et puis l'antonyme, c'est être soumis à. Et donc quand on prend ces deux sujets-là, la souveraineté, c'est peut-être se dire, en ayant une prise de hauteur, on va pouvoir prendre des décisions qui va éviter à ce qu'on soit soumis à une certaine condition. C'est très clair. Voilà. On va parler de souveraineté aujourd'hui parce que ce que tu dis là, c'est souveraineté. Ouais, souveraineté. On va parler de souveraineté. C'est très bien. On est bien d'accord. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les dimensions sur lesquelles s'appuie la souveraineté justement? Alors, elles sont assez simples en fait. C'est comme l'idée aujourd'hui. Il y a 3 grands aspects. Il y a la notion de financement. Okay. Il y a une notion. Alors il y a une première grande notion, c'est la notion politique qui va venir adresser les 3 grandes dimensions qui sont financement, ressources et marché. Okay. C'est que pour toute notion, tout produit, même la souveraineté intellectuelle, hein, on a besoin d'argent. On a besoin d'un marché, parce que sans ça, on n'a rien, et on a besoin de ressources. Et c'est ces 3 grandes dimensions qu'il va falloir observer un peu constamment, parce que au niveau européen, comme au niveau français, il n'y a aucune de ces dimensions sur lesquelles on est hyper fort, comparé à d'autres marchés, comme tu prends, je sais pas, quand on parle de la notion de la technologie aujourd'hui, il y a des marchés qui ont des matières premières à volo. Aujourd'hui, en Europe, on n'en a pas. Et donc, sur aucune de ces 3 grandes dimensions, on est super fort. Et donc, on est forcé de faire très attention sur la finance, sur les ressources et sur notre marché qui est fragmenté. La bonne nouvelle là-dessus, c'est que si on fait attention à l'entièreté de la chaîne de valeur de la souveraineté, on va être plus fort que les autres qui s'installent un peu sur leur laurier parce qu'ils sont extrêmement forts sur un des sujets. Mais alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans une situation de crise, qu'on est dans une forme de protectionnisme parce qu'on a peur des États-Unis et de la Chine? Alors, il faut pas avoir peur il faut se rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, et ces 40-50 dernières années, on était dans un monde qui était hyper globalisé, et du coup ça veut dire qu'en gros tous les sujets des sujets économiques, les sujets de finance, même les sujets sociétaux, les sujets environnementaux, ils étaient communs et ils avaient des sous-jacents extrêmement longs. On voyait ça sur du très long terme. Aujourd'hui, les sous-jacents économiques, environnementaux, sociaux, etc. deviennent tellement courts et des problématiques spécifiques à chaque région. Et donc la notion de souveraineté devient un must parce que nos problèmes à nous, rien que on prend l'accès aux ressources, les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, les finances françaises ou européennes sont extrêmement différentes de celles des États-Unis. Et donc de commencer à regarder notre propre territoire et de se dire en fait on doit faire différemment, ce n'est pas du protectionnisme, c'est même, j'ai envie de dire, alors on aura un invité tout à l'heure qui parle de souveraineté et d'humanisme. C'est en fait si on veut même protéger le marché américain, on a intérêt à être souverain au niveau européen, parce qu'on aura une Europe forte et bénéficie aux États-Unis comme au reste du monde. Alors, si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, on va prendre par exemple un objet qu'on a tous, un téléphone mobile. Oui. On a des hégémonies américaines, aussi asiatiques. On n'a pas de fournisseurs européens. Alors bon, ce genre de choses-là, come and goes. Faut pas oublier Nokia. C'était pas il y a si longtemps. Donc maintenant de nouveau l'aspect c'est vrai qu'on n'a pas ça, mais on a sur d'autres aspects, on a
des très grands acteurs. J'entendais tout à l'heure l'autre jour le patron d'Airbus. Il y a encore quelques années, on se disait on n'y arrivera jamais. Il y a encore 2 ans, on se disait Boeing restera Airbus y est arrivé. Donc ce genre de choses-là, elle est faite par des gens aux responsabilités qui prennent la responsabilité sur le long terme. Ils se rendent compte de l'impact qu'ils ont sur le long terme et sur la société. Et donc construire des grands acteurs, il est jamais trop tard. Et c'est pas parce qu'il y a des grands acteurs américains qu'il faut en avoir peur. La souveraineté n'est pas de se dire il faut jeter le reste du monde à la mer. Et c'est très différent du protectionnisme. Il faut faire attention à la différence entre les deux. Alors vous l'avez évoqué, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, l'Europe est en train de veiller à une série de règles sur son territoire, et notamment une des dernières en date est ce qu'on appelle le European Chips Act, qui vise justement à doubler la part de marché de l'Europe dans le domaine des semi-conducteurs. Pour vous, il faudrait plus de dispositifs comme celui-là. Est-ce que la régulation est la seule solution justement à cette souveraineté? Ce qui est sûr, c'est que le public va aider le privé, et on en parlera tout à l'heure, le privé va énormément aider le public aussi. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Non. On voit les Américains qui arrivent avec l'IRA et l'IRA pour nos auditeurs. Alors l'IRA, c'est la Inflation Reduction Act, qui en gros est un énorme portefeuille qui vient dire on va adresser l'inflation, mais qui viennent arroser sur toute la notion des nouvelles technologies pour le futur. Ça vient nous balayer d'un revers de la main en une seconde. On en a très peur, mais en même temps, on voit que des sociétés comme Airbus, peut-être que la société de Vincent, on en parlera tout à l'heure, en bénéficie aussi. Donc, ce genre de choses-là bénéficie à l'Europe aussi, en tout cas dans le privé. L'Europe doit se promulguer d'autres choses comme celle-là. C'est clairement pas suffisant, c'est un premier geste. Concrètement, pour vous, les pistes très opérationnelles que l'Europe devrait mettre en place? Les pistes très opérationnelles, c'est de se rendre compte que le reste du monde a un sujet de souveraineté qui est assumé beaucoup plus fort que le nôtre. Et donc, être le premier de la classe et inventer des règles que personne ne respecte, c'est pas ça bénéficie à personne, et encore moins à nous. Et donc, c'est de se rendre compte que l'Europe doit faire beaucoup plus de real politics que ça ne l'a maintenant. Alors, c'est quoi concrètement? Quelles sont les lois à mettre? Je sais pas, il peut y avoir des sujets de se dire, si en fonction de où est-ce que tu produis, tu vas avoir plus d'impôts. Est-ce que en fonction de la manière dont tu produis, tu auras plus d'impôts. Tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. C'est surtout de se rendre compte qu'il faut arrêter d'être le premier de la classe avec des règles qu'on a nous-mêmes mis et que personne ne respecte. Est-ce que vous croyez que ça va mettre un frein à la mondialisation, justement, ce qu'il est en train de se passer? Alors, si on entend mondialisation, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde fonctionne de la même manière avec les mêmes règles et qu'on a tous, oui, parce que mais ça c'est pas nous qui le faisons. C'est l'histoire de la planète. Il fait qu'aujourd'hui les problématiques sociales, les problématiques environnementales, les accès aux matières premières sont extrêmement différentes dans les différentes parties du monde. Et donc cette vision de la mondialisation, oui, forcément, elle va changer. Est-ce que on se dire la mondialisation, en fait, soudainement, on va avoir des petites régions qui vont se refermer les unes sur les autres? Non, ça j'y crois pas trop, et on le voit encore avec les crises même politiques aujourd'hui actuelles. La Chine n'a jamais été autant ouverte sur le monde qu'aujourd'hui. Donc cette mondialisation là, elle continuera à exister. Merci beaucoup Augustin pour votre éclairage. Restez avec nous, dans quelques instants nous aurons le plaisir de découvrir les coulisses des grands actes de souveraineté européenne, mais aussi une PME innovante qui révolutionne le marché des microprocesseurs. Le numérique pour tous spécial souveraineté européenne, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial souveraineté européenne, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur du livre « Le souverainisme est un humanisme », tout un projet publié aux éditions VA qui sortira le 18 mai. Vous êtes également directeur de projet de haute technologie dans une grande entreprise industrielle française. Marc Rameau, on est ravis de vous avoir en plateau. Merci, alors, Vanessa. dans votre livre, Le souverainisme est un humanisme, vous citez nombre d'exemples qui font dire que cette fameuse souveraineté européenne, elle n'est pas forcément voulue et qu'elle évolue au gré des mandats. Vous auriez quelques exemples pour soutenir ces assertions ? Alors, il y a évidemment un exemple qui vient toujours à l'idée, c'est Alstom. C'est l'affaire Alstom. On est quand même dans une situation où on avait un haut cadre dirigeant d'Alstom qui a été quasiment pris en otage par les États-Unis pour faire pression sur une négociation commerciale, à savoir obtenir le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric.
À cette époque, donc Emmanuel Macron était à la tête de Bercy. Il a été en opposition à Arnaud Montebourg, qui lui était ministre du redressement productif. Il y a 3 enseignements qui sont à tirer de ça. Le premier, il y a eu quand même un manque de courage, de volonté. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a dit à Arnaud Montebourg qu'il disait faut pas laisser faire ça. Non, vraiment, on n'est pas au Venezuela. Il sait très bien que dans ce genre d'affaires internationales, il y a une intervention directe des États et les USA ne s'en sont pas privés, même s'ils ont un discours de libre-échange, pour intervenir. La deuxième, il y a eu un manque de vision. Il y a eu un manque de vision puisque il faut savoir, quand on veut faire du souverainisme, quel avantage compétitif on veut défendre. Quels sont les secteurs stratégiques sur lesquels on veut s'appuyer et ceux qu'on laisse tomber et finalement qu'on traite à l'extérieur. Et la troisième, c'est l'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un aller-retour. Vous savez que quelques années plus tard, les turbines Arabelle ont été récupérées par EDF, mais à prix coûtant. Donc il y a quand même un certain amateurisme. Malheureusement, ça n'a pas été le premier, c'est-à-dire que sur des sujets comme celui du nucléaire, sur celui de l'immigration, sur celui du système de santé, il y a eu énormément d'allers-retours. Ça, c'est un petit peu le prix de l'opportunisme. Le souverainisme, ça consiste aussi à garder un cap et à s'y tenir. Et pourquoi, d'après vous, ces allers-retours, problème d'enjeu court-termiste ? Je pense que leur vision, c'est simplement est très dogmatique. Ça a été de dire, il y a une vision qui est une vision faussée. On y viendra du libre-échange et de ce qu'est finalement l'économie de marché, où finalement, tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut et on ne défend pas ses intérêts. Or, si vous regardez les économies fortes, USA, Chine, Allemagne, sont des économies qui pratiquent le libre-échange, mais qui sont des économies très souverainistes. Alors, on va prendre un autre exemple qui concerne beaucoup de citoyens aujourd'hui, qui est le cas des véhicules thermiques, dont la vente devrait disparaître en 2035. Vous considérez qu'il y a eu un lobbying souverain de l'Allemagne auprès des instances européennes pour justement prendre une décision qui concerne tout le monde Alors, je critique fréquemment l'Allemagne vis-à-vis de sa politique industrielle, notamment vis-à-vis de la France. Je leur ferai quand même pas le procès d'avoir intentionnellement approuvé l'accord sur les véhicules thermiques pour ensuite le dénoncer. Bon, vous savez qu'ils se sont aussi un petit peu raccrochés aux branches, c'est-à-dire que très récemment, ils l'ont dénoncé début mars, et ensuite, ils ont fini par revenir en arrière, sous la pression de la Commission européenne, avec un accord sur les carburants de synthèse, qui va pas résoudre leurs problèmes. Un compromis, quoi, ouais. Donc je pense qu'ils ont plus agi dans la panique et un petit peu par un effet d'opportunité. Probablement, il y avait quand même une petite vacherie effectivement à glisser à la France, puisque aussi bien le gouvernement français que les constructeurs français ont hurlé à ce moment-là. C'est quand même emblématique aussi cette histoire de 2 choses. D'abord, il n'y a pas de solidarité européenne. On l'a vu sur ce sujet, on l'a vu sur d'autres sujets. On l'a vu sur la question des vaccins et de leur disponibilité. On le voit aussi actuellement sur la question du SCAF, donc le nouvel avion de combat qui Tout à fait. est produit de façon bipartite par Airbus et Dassault et tripartite du point de vue des nations entre l'Allemagne, la France et l'Espagne. En fait, ça pose des problèmes de propriété intellectuelle sur lesquels, si on creuse, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de véritable solidarité européenne. Il y a simplement un affrontement entre nations. La deuxième chose aussi qu'il faut bien avoir en tête et qui illustre très très bien le sujet que vous citez, c'est que l'Europe est faite malheureusement par des bureaucrates, pas par des entrepreneurs, par des hommes qui connaissent le terrain. Il faut écouter ce qu'a dit Carlos Tavares, ça fait des années qu'il parle de la question du calendrier du passage du thermique à l'électrique. De ces arguments qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus fondés que ceux de la Commission européenne. Donc il faut redonner la parole au terrain, à ceux qui sont proches des hommes, proches des processus, proches de l'industrie. Alors, notre premier intervenant, Augustin le disait, mais il parlait du mondialisme. Est-ce que pour vous, le souverainisme doit s'opposer au mondialisme ou les deux peuvent coexister ? Alors, je suis un souverainiste un petit peu particulier parce que je suis un souverainiste qui défend bec et ongle l'économie de marché. Je pense qu'il y a beaucoup de souverainistes qui s'égarent complètement dans des lubies où on va mettre à bas le capitalisme, etc. En fait, les souverainistes n'ont pas du tout de complexe à avoir vis-à-vis de l'économie de marché et l'économie ouverte. Parce qu'en fait, le souverainisme, c'est un atout considérable, y compris dans nos économies modernes. Il bat largement le mondialisme. Concrètement ? Concrètement. Vous prenez, alors aussi un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, désolé, il y en a eu beaucoup ces temps-ci. Semble-t-il, la fusion Alstom-Siemens. La fusion Alstom-Siemens, c'était en 2019. Il y a eu un holà de la Commission européenne qui a dit non, ça viole les règles de la concurrence pure et parfaite. Donc, risque d'y avoir une augmentation des prix parce que vous allez créer un mastodonte. Même Bruno Le Maire, le très européiste Bruno Le Maire, avait hurlé parce qu'évidemment, ça nous mettait à la merci du grand concurrent chinois qui est CRRC, qui est un véritable monstre dans le domaine du rail.
Ça illustre bien le fait que vous pouvez avoir une conception bébête, et c'est la conception qu'ont les mondialistes ou les européistes, d'une concurrence que vous apprenez, je dirais, en première année d'économie à l'école. D'accord ? Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, les avantages compétitifs et la valeur en économie provient d'un affrontement des excellences. Et il n'y a pas du tout une position symétrique d'accords gagnant-gagnant. Les accords gagnant-gagnant ne viennent que parce que, préalablement, ce sont des puissances qui se sont tenues en respect parce qu'elles conservent leur avantage compétitif. Autrement dit, toutes les économies fortes, elles appliquent toujours la même recette. Elles sont libre-échangistes sur la diffusion de leurs biens et services, mais elles sont très protectionnistes sur leur savoir et leur savoir-faire. Un bon rafraîchissement de nos cours d'économie. Je reviens sur votre livre, Marc, donc qui s'intitule « Le souverainisme est un humanisme ». Expliquez-nous un peu la posture presque philosophique, je voudrais dire, qui anime votre vision du souverainisme. Alors, il y a une partie philosophique dans mon ouvrage, mais restons concrets. Déjà, en matière économique, ce que je préconise, c'est remettre l'humain au centre. Donc, 3 remèdes finalement à tous les débordements dont on a parlé à l'instant. Privilégier ce que les anglo-saxons appellent les doers, c'est-à-dire les hommes de terrain. On l'a vu par exemple dans le système de santé, on a beaucoup critiqué avec raison les ARS, c'est-à-dire se méfier des grosses structures bureaucratiques. Les autorités régionales de santé, on le rappelle. Les autorités régionales de santé, redonner le pouvoir aussi à ceux qui sont sur le terrain, aux médecins, rééquilibrer les forces. Donc redonner le pouvoir à ceux qui font, et ceux qui connaissent le terrain. Deuxièmement, privilégier les petites équipes. Donc un autre exemple que j'aime bien citer, c'est les technologies EPR, avec des retards qui se sont accumulés. Réacteur nucléaire, donc. Voilà, réacteur pressurisé. Si vous regardez ce qui s'est passé réellement, c'est simplement des hauts fonctionnaires qui se sont tirés des bourres. Si on avait plutôt donné l'autonomie à des petites équipes qui, elles, connaissaient ce qu'elles faisaient, on serait allé beaucoup plus loin, plutôt que d'avoir des grandes décisions et des grosses machineries. Et puis, la troisième, c'est que le souverainisme donne un cap. Autrement dit, souverainisme et libéralisme sont complémentaires. Merci. Merci Marc pour votre éclairage. Je rappelle votre livre « Le souverainisme est un humanisme » est disponible en précommande déjà sur les plateformes ? Absolument, Parfait. Sur toutes les plateformes, sur la FNAC, sur Amazon, Parfait. Le 18 mai. On ne le manque pas. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le président d'une PME innovante et prometteuse, puisqu'il s'agit de la société Manta. Vincent Marcus, bonjour. Merci d'être parmi nous en direct Non, vous êtes venu directement de Sophia Antipolis pour nous retrouver. Expliquez-nous déjà Ça n'a pas été simple d'ailleurs. Oui, j'imagine. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste la technologie Manta que vous avez développée. Alors, d'abord, Manta est une deep tech qui a développé... Alors, deep tech, c'est une start-up, mais avec des gros algorithmes complexes, on va dire, pour bien comprendre. On peut le dire comme ça. Donc, on a développé une technologie qui permet de reprogrammer de manière hardware, n'importe quelle puce produite dans le monde. Les applications de cette technologie sont très importantes, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la sécurité, quand on parle de cryptologie. Et puis, cette technologie est à ce jour dans un éclairage très fort, puisqu'en association avec le CEA au travers d'un programme qu'on appelle Mosaïque, nous sommes en train de développer des solutions dans le cadre de la production de puces hétérogènes, donc des puces dites modernes qui devraient voir le jour maintenant dans les années à venir. C'est un programme extraordinairement important que l'on mène en coopération avec le CEA. Alors, voilà, pour bien comprendre, en fait, aujourd'hui, on a tous une puce dans son téléphone, dans son réfrigérateur qui programme un petit peu son ordinateur. Vous, grâce à votre technologie, aujourd'hui, la puce, elle sera dans mon téléphone portable. Demain, elle peut se retrouver par une nouvelle programmation dans un appareil d'électroménager, parce que justement, on n'a plus la possibilité de fabriquer autant qu'avant. Très simplement. On peut le dire comme ça, mais on pourrait le dire d'une manière différente. Par exemple, une puce dans une machine à laver, une puce qu'on doit mettre à jour au fil des évolutions par exemple des programmes de machines à laver. Ouais. Donc c'est cette puce dont on va modifier le fonctionnement grâce à la programmation. Très clair. Hardware. Alors on fait un saut quantique parce que là on va parler du commissaire breton, des machines à laver au avec commissaire breton. Mais comme le disait Augustin, effectivement, il y a le commissaire breton vient d'annoncer un accord qui a été trouvé. Un accord a été trouvé entre le Parlement européen et les États membres qui s'appelle le European Chip Act, qui est justement un cadre législatif pour les microprocesseurs. Vous y croyez, vous, en termes de promesses de souveraineté ? Alors, déjà pour recadrer un petit peu ce que le Chip Act de façon peut-être grossière. Tout à fait. Donc, Chip Act managé, comme vous le mentionnez,
par Thierry Breton. C'est en gros un plan pour fédérer toutes les compétences de la microélectronique, pour les structurer et pour les financer avec un objectif qui est plutôt précis, qui est celui de redonner la grandeur d'antan qu'avait l'Europe en termes de microélectronique, parce que on oublie souvent, mais il n'y a pas si longtemps que ça, l'Europe était une grande puissance en termes de microélectronique. Donc pour répondre à votre question, oui, je suis optimiste, je suis un entrepreneur, donc je crois en ce plan, avec évidemment toutes les difficultés d'application dont tous les deux avaient parlé. Il faut noter quand même que dans ce plan, dans ce Chip Act, il a évolué récemment et j'en suis très heureux. Vous y avez contribué d'ailleurs à faire changer les lignes du cadre on y a législatif. Puisque originellement très axé sur la production de puces microélectroniques par les grands acteurs de l'Europe comme ST Microélectronique. Par exemple, et ce Chip Act prend en considération maintenant, en gros, toute la chaîne de valeur, et en particulier la conception, qui est pour moi un secteur clé pour atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne, à savoir atteindre 20% de la production de puces dans le monde. Alors Vincent, Marc parlait tout à l'heure un petit peu des égoïsmes nationaux au niveau européen. Vous pensez vraiment qu'on va arriver à dépasser ces égoïsmes quand on a 3 États membres qui sont la France avec STM, les Pays-Bas avec NXP et l'Allemagne avec Infineon, qui sont concurrents à l'échelle mondiale, à faire quelque chose ensemble? C'est un peu un vœu pieux, non? Je partage l'analyse qui a été faite à l'instant. Alors je serais peut-être un peu cruel, mais vu de ma fenêtre, dans la mesure où je ne pense pas qu'un seul acteur en Europe, s'il joue cavalier seul, s'en sortira. Le too big to fail en matière de microélectronique européenne n'a pas de sens. Donc évidemment on retrouve les grands principes de l'Europe. À quoi ça sert l'Europe? Oui, si tous ces acteurs s'unissent pour atteindre ces notions de définition de souveraineté, oui, alors on a une chance d'y arriver. On a en tout cas les moyens, mais à ces industriels dont vous parliez, comme NXP et tout ça, il faut rajouter les centres d'excellence que nous avons bien sûr. en Europe. Je citais le CEA tout à l'heure, mais nos universités, je pourrais citer l'IMEC, le Fraunhofer, on a tout pour devenir cette puissance. Alors on a tout, mais est-ce que vous avez les financements? Parce que ça c'est un petit peu la clé dont parlait Augustin tout à l'heure, c'est la pierre angulaire. Est-ce que vous considérez que des PME innovantes comme les vôtres sont justement soutenues à juste titre? Alors bon, après ça c'est un sujet, un problème récurrent, puisque on sait qu'en France il existe des dispositifs tout à fait formidables pour développer des projets lorsqu'ils sont dans leur phase d'amorçage, j'allais dire jusqu'au développement d'un démonstrateur. Après la suite, quand il faut passer à l'échelle industrielle de commercialisation, on sait qu'il y a un trou énorme, et en particulier dans le domaine de la microélectronique, et donc oui, il y a des difficultés majeures pour trouver des financements, ce qui est le cas d'ailleurs de Manta aujourd'hui, et donc c'est la raison pour laquelle on plaide de façon très insistante pour la création d'un fonds souverain, alors européen probablement, et doté de façon très forte. C'est ce que font les Chinois aujourd'hui. L'appel est lancé. Merci beaucoup Vincent, Marcus, Augustin, Marc et Vincent. Merci pour vos témoignages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.